Alors dans cette vidéo, nous allons parler des transformations nucléaires et on va commencer par la stabilité et l'instabilité des noyaux. En seconde, vous avez vu qu'un noyau pouvait s'écrire sous la forme AXZ, où A est le nombre de protons plus neutrons, Z le nombre de protons. Des noyaux isotopes ont le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents. C'est-à-dire qu'ils ont le même Z, mais ils ont un A différent. Par exemple, ces deux noyaux, on remarque qu'ils ont des A différents, 12 et 14, mais ils ont le même Z, Z égale 6. Donc ça, ce sont des isotopes, même Z, A, différents. En fait, ce sont des noyaux qui correspondent au même élément chimique. Ici, ce sont tous les deux des noyaux de carbone. Alors, le nombre différent de neutrons donne aux isotopes des propriétés différentes. Par exemple, le lithium 8 à gauche, il a 5 neutrons, le lithium 7 à droite, il a 4 neutrons. Donc certains isotopes sont stables et il ne leur arrive jamais rien, comme le lithium 7. Par contre, d'autres isotopes sont instables et vont alors subir des transformations nucléaires, comme le lithium 8. Alors, pour savoir quels noyaux sont stables ou instables, on peut utiliser des diagrammes NZ, comme celui qui est là à l'écran. De loin, comme ça, on a du mal à voir, donc on va zoomer un peu. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'il y a différentes cases avec différentes couleurs. Chacune des couleurs correspond à un type d'émission. On voit que ça peut être stable, ça peut avoir une émission alpha, bêta plus, bêta moins. Donc ça, c'est les trois qui sont au programme. Et après, ça peut émettre un proton, un neutron, ça peut capturer un électron ou ça peut être une fission spontanée. Et ça, c'est pas au programme de terminal. On va zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne. On va enlever les désintégrations qui ne nous intéressent pas et on va regarder ça de plus près. Alors, les questions que vous vous posez, c'est quoi une émission alpha ou bêta? Eh ben, on va revenir là-dessus tout de suite et on va redétailler la radioactivité d'abord alpha. Alors, la radioactivité alpha, c'est quand un noyau éjecte un noyau d'hélium. Un noyau d'hélium, c'est un noyau He4,2, c'est ça la particule alpha, plus de l'énergie. Donc une particule alpha, c'est 2 protons plus 2 neutrons collés ensemble. Par exemple, on voit qu'on a du polonium qui va donner du plomb et de l'hélium. Comment on va faire pour faire en sorte que ce soit équilibré dans ce type de réaction? Eh bien, lors d'une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de masse A et du nombre de charges Z. Ça veut dire que le A des réactifs doit être égal au A des produits et le Z des réactifs doit être égal au Z des produits. On va vérifier tout ça avec Marie Curie, qui était la queen de la radioactivité. Alors, on vérifie à gauche le polonium A213 Z84. À droite, le plomb, c'est 209, l'hélium, c'est 4, donc 209 plus 4, ça fait 213. Pour le Z, le plomb, c'est 82, l'hélium, c'est 2, 82 plus 2, ça fait 84, tout va bien. Donc c'est équilibré, Marie Curie est contente, et moi aussi. Alors maintenant, la radioactivité bêta-, c'est quand un noyau éjecte un électron, plus de l'énergie. Alors là, ça peut paraître bizarre parce qu'un électron, ça n'a rien à faire dans un noyau, mais pourtant, certains noyaux sont capables d'éjecter des électrons. C'est comme ça. La nature a des mystères que on n'arrive pas toujours à expliquer. Alors, on met 0 au A pour l'électron parce qu'il n'a pas de nucléon. Donc du coup, comme il n'a pas de nucléon, on met 0 au A. Et on met moins 1 au Z car un électron a une charge négative. Donc un électron, ça va se symboliser 0E-1. Alors voilà une équation de radioactivité bêta-. On vérifie avec Marie Curie que les lois de conservation sont vérifiées. 209,82 pour le plomb. De l'autre côté, 209 plus 0, ça fait 209 pour le bismuth, tout va bien. Et 83 moins 1, ça fait 82, tout va bien. C'est équilibré. Alors, on va regarder un petit peu de plus près cette histoire-là. Donc, le plomb, là, au départ, il a 82 protons et 127 neutrons. Donc 127, c'est 209 moins 82. Le bismuth, il a 83 protons et 126 neutrons. 126, c'est 209 moins 83. En fait, qu'est-ce qui s'est passé quand le plomb est devenu le bismuth? Eh bien, il y a eu un proton en plus et un neutron en moins. En fait, on a un neutron qui est devenu un proton. Et oui, le neutron est neutre, le proton est positif. Donc pour que le neutron neutre devienne un proton positif, eh ben, il a dû perdre un électron négatif. En perdant un truc négatif, il est devenu positif. C'est un peu bizarre, mais c'est ça qui s'est passé. Et enfin, la radioactivité bêta+, c'est quand un noyau éjecte un positon plus de l'énergie. Alors le positon, c'est l'antiparticule de l'électron. Deux antiparticules ont la même masse, donc le même A, mais des charges opposées, donc un Z opposé. Donc le positon, c'est 0E1, et pas 0E-1 comme l'électron.
Alors, on a le plomb 205 qui va donner du Tl 205 et qui va éjecter un positon. On va vérifier que c'est bien équilibré. A égale 205, Z égale 82 pour les réactifs. Pour les produits, 205 plus 0, ça fait 205. Et 81 plus 1, ça fait 82. C'est équilibré. Tout va bien. On va aller voir maintenant à quoi ça correspond vraiment. Donc le plomb, il a 82 protons et 123 neutrons. 123, c'est 205 moins 82. Le thallium, il a donc 81 protons et 124 neutrons. 124, c'est 205 moins 81. Quand on est passé du plomb au thallium, on a perdu un proton et on a gagné un neutron. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un proton est devenu un neutron. Donc un truc positif est devenu un truc neutre. Comment un truc positif est devenu un truc neutre? Eh bien, il a perdu un positon qui est positif. En fait, c'est comme si le proton avait perdu sa charge pour devenir un neutron. Et ouais, il y a des trucs comme ça, c'est incroyable. On va finir avec la radioactivité gamma. Après la désintégration d'un noyau radioactif alpha ou bêta, le noyau obtenu se trouve généralement dans un état excité. Ça veut dire qu'il a trop d'énergie. Donc, par exemple, ici, on a cette réaction-là qui s'est produite et on va indiquer par un petit astérix que le noyau, il a encore trop d'énergie. Pour gagner en stabilité, ce noyau émet un photon de très grande énergie, donc un photon de très grande énergie, un photon gamma. Et donc, comment on écrit la désintégration gamma? Tout simplement, on écrit le plomb 209,82 avec un petit astérix pour indiquer qu'il a trop d'énergie. Et de l'autre côté, on enlève l'astérix au niveau du plomb et on met un petit gamma pour dire que cette énergie est perdue sous forme d'un photon. Alors, on va voir maintenant l'évolution temporelle d'une population de noyaux radioactifs, c'est-à-dire comment le nombre de noyaux radioactifs évolue au cours du temps. Alors, la désintégration d'un noyau est aléatoire, mais on peut prévoir l'évolution de la quantité de noyaux radioactifs dans un grand échantillon de noyaux. Donc en fait, c'est vrai qu'un noyau, il peut se désintégrer de manière complètement aléatoire, mais dans un grand nombre de noyaux, on va voir que c'est pas si aléatoire que ça. Alors, l'activité d'un échantillon, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de désintégrations par seconde. A, l'activité se mesure en becquerel, de symbole BQ. Un becquerel, c'est une désintégration par seconde. Henri Becquerel, c'était un scientifique qui avait travaillé avec Pierre et Marie Curie sur la radioactivité, et il a eu le prix Nobel avec Pierre et Marie Curie. Alors l'activité A est égale à lambda fois n. Lambda, c'est la constante radioactive qui est en seconde moins 1, donc en hertz en fait, et n, c'est le nombre de noyaux radioactifs dans l'échantillon. Donc voilà la formule, A égale lambda fois n. A, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Mais on va voir que on va pouvoir calculer un petit truc avec ça. A, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc A, c'est la variation du nombre de noyaux par rapport au temps. Et comme c'est des désintégrations, c'est négatif. Donc A, c'est moins dn sur dt. Et A, on l'a vu, c'est aussi lambda fois n. Donc on peut écrire l'égalité, moins n sur dt égale lambda fois n. Et donc si on passe tout du même côté, ça nous fait d de n sur dt plus lambda n égale 0. Tiens donc, une équation différentielle. Et là, les gens qui ont construit le programme de terminale, ils sont trop contents. On va regarder comment faire pour la résoudre, cette équation différentielle. Alors, la solution de cette équation différentielle, c'est nt égale n0 fois exponentielle de moins lambda t. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avec le condensateur, par exemple. N0, on précise, c'est le nombre de noyaux à t égale 0. Donc on retient que la loi de décroissance radioactive est une exponentielle décroissante. Donc le nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon, il n'est pas aussi aléatoire qu'il en a l'air. Donc voilà à quoi ça ressemble. On peut définir ce qu'on appelle temps de demi-vie. Cette fois-ci, ce n'est pas le temps de demi-réaction, c'est le temps de demi-vie. C'est quand la moitié des noyaux ont été désintégrés. Donc voilà le temps de demi-vie. C'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux se sont désintégrés. Donc quand n égale t1,5, eh ben n vaut n0 sur 2. Or, n, c'est n0 fois exponentielle de moins lambda fois t1,5. Donc les n0, on peut les simplifier. Il nous reste 1,5 égale exponentielle de moins lambda fois t1,5. Si on prend le logarithme népérien des deux côtés pour enlever l'exponentielle, ça nous fait ln de 1,5 égale moins lambda fois t1,5. Si on prend l'inverse, ça enlève le moins à droite et moins ln de 1,5, ça fait ln de 2. Donc ln de 2 égale lambda fois t1,5. Donc ça fait que t1,5 égale ln de 2 divisé par lambda. Voilà la formule, t1,5 égale ln de 2 divisé par lambda. Le temps de demi-vie dépend directement de la constante radioactive du noyau en question. Alors on va voir maintenant la radioactivité naturelle et comment on va s'en servir pour faire de la datation.
Alors, dans les roches et dans les organismes, il y a naturellement une certaine proportion d'isotopes radioactifs. Lorsque la quantité d'isotopes n'est plus renouvelée par des échanges avec l'extérieur, l'activité radioactive décroît. Donc, plus renouvelée par des échanges avec l'extérieur, c'est-à-dire typiquement quand on a un être vivant qui n'est plus vivant, il n'échange plus de matière avec l'extérieur, donc du coup, sa quantité de noyaux radioactifs va décroître. Donc si la population N0 en noyaux radioactifs est connue, une mesure de N à l'instant T peut permettre une datation. Alors attention, on ne peut pas utiliser n'importe quel isotope pour faire une datation, il faut que l'isotope soit présent initialement dans l'organisme ou l'objet à dater, parce que s'il n'est pas là, on peut essayer de le mesurer mais on n'aura rien. Et il faut que le temps de demi-vie de l'isotope ne soit pas trop court par rapport à l'âge de l'échantillon analysé. Parce que si au moment où on analyse, tous les noyaux sont déjà désintégrés, on n'aura pas de moyen de mesurer en fait. N de t, donc le nombre de noyaux par rapport au temps, c'est N0 fois exponentielle de moins lambda t. Donc N sur N0, ça fait exponentielle de moins lambda fois t. Si je prends le log de chaque côté pour enlever l'exponentielle, ça fait ln de N sur N0 égale moins lambda t. On enlève le moins en inversant dans le ln, donc ça fait ln de N0 sur N égale lambda fois t. Et donc t égale à ln de N0 divisé par N, et le tout divisé par lambda. Et voilà comment on arrive à déterminer le temps, la durée de vie de l'échantillon. On arrive à le dater, à savoir quand est-ce qu'il a arrêté d'être vivant. Alors maintenant, on va voir les applications de la radioactivité à la santé. Alors la radioactivité, c'est quand un noyau devient spontanément un autre noyau en émettant du rayonnement. Alors le rayonnement, c'est une particule, un neutron, un électron, on a vu un positon aussi, avec beaucoup d'énergie cinétique, énergie de vitesse, et ou d'énergie électromagnétique, donc ça c'est le cas des rayons X ou des rayons gamma. Alors si on a une particule qui arrive sur nous, une seule particule, c'est pas ça qui va nous faire très mal. Par contre, si on a du rayonnement qui arrive, ça peut être très dangereux pour la santé. Ça peut nous rendre malades. Alors, il y a une unité qui s'appelle le sievert qui est utilisée pour évaluer l'impact des rayonnements électromagnétiques et donc radioactifs sur le corps humain. C'est l'énergie absorbée par kilogramme de masse corporelle. Donc c'est l'énergie absorbée en termes de rayonnement par kilogramme de masse corporelle, c'est ça un sievert. Alors comment on fait pour se protéger de tout ça? Alors les particules alpha sont des particules qu'on peut arrêter avec une simple feuille de papier, donc ça c'est pas très grave. Les particules bêta-, les électrons, on les arrête avec une feuille de papier alu. Par contre, le rayonnement X et gamma, il faut quelque chose de très très épais, comme une plaque de plomb très épaisse pour les gens qui travaillent dans les cabinets de radiologie, ou carrément un mur en béton. Et les neutrons, c'est pareil. Donc voilà comment on peut se protéger de ces différentes radiations. Alors après, la radioactivité n'est pas que dangereuse pour la santé, elle permet aussi de soigner. C'est notamment Marie Curie qui a développé la radiographie. Quand on va passer une radio, on envoie des rayons X qui passent à travers les tissus mous, mais pas à travers les os. Donc ça permet de voir un peu à travers le corps, quand on a une fracture par exemple. Marie Curie a aussi développé la radiothérapie, c'est-à-dire le fait d'aller pointer sur des cellules, par exemple cancéreuses, du rayonnement, et ça va détruire la cellule sans qu'on ait besoin d'ouvrir le corps du patient. Donc ça, c'est aussi ce que Marie Curie a développé. On va terminer par quelques petits exercices pour tout déchirer au contrôle. Voici 3 noyaux, BE8,4, C14,6 et N12,7. Je vous demande d'écrire les équations de désintégration de ces 3 noyaux. Alors, BE8,4, il est dans une case jaune, donc on sait qu'il émet une particule alpha. La voilà, la particule alpha, bien. Maintenant, il émet un autre noyau aussi. Quel est le noyau qui va être fabriqué? On regarde, on sait que 8, c'est égal à 4 plus A. Donc on en déduit que A est égal à 8 moins 4, c'est-à-dire à 4. Et on sait en bas que 4 est égal à 2 plus Z. Donc ça veut dire que Z est égal à 4 moins 2, donc 2. Donc en fait ici, tout simplement, ce qui a été émis, c'est un nouveau noyau d'hélium. Donc en fait, on peut résumer le fait que le beryllium 8,4, il se transforme en 2 noyaux d'hélium. Le carbone 14, qui est utilisé en datation, lui, il est dans une case bleue, donc c'est une émission bêta-. Une émission bêta-, donc ça veut dire qu'il émet un électron, donc un électron c'est 0E-1, plus un autre noyau. Alors on sait que 14 c'est égal à 0 plus A, donc A égale 14, et on sait que 6 c'est égal à moins 1 plus Z, donc ça veut dire que Z est égal à 7, parce que 7 moins 1 ça fait 6. Et donc du coup, qui est-ce qui a un Z égal à 7? Eh bien, c'est l'azote, N. Et donc voilà,
notre équation. Le carbone 14 va donner un électron plus un noyau d'azote 7. Et l'azote 12, maintenant, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner une particule bêta+. La particule bêta+, c'est un positon, donc 0E1, plus un noyau AXZ. Donc on sait que 12, c'est égal à 0 plus A, donc A égale 12. On sait que 7, c'est égal à 1 plus Z, donc Z égale 6, parce que 6 plus 1, ça fait 7. Et donc, le noyau, c'était du carbone, parce que les noyaux qui ont un Z égal à 6, ce sont des noyaux de carbone. Alors, on va faire un petit exercice sur l'âge de la Terre. La datation à l'uranium-plomb permet de déterminer assez précisément l'âge de la Terre. Le plomb étant le produit final stable de la désintégration de l'uranium-238. Si on mesure la quantité de plomb 206 dans un échantillon de roche, en considérant qu'il n'y en avait pas initialement, on peut déterminer l'âge du minéral. On va mettre les questions une par une et puis vous pourrez les faire une par une. Alors, indiquez le nombre initial NuT0 de noyau d'uranium. Donc on voit au départ qu'il y en a 5, 5 fois 10 puissance 12. Donc le nombre initial, c'est 5 fois 10 puissance 12. Donc définir et déterminer le temps de demi-vie T1 demi. Donc on voit que le maximum c'est 5, donc la moitié c'est 2,5. Donc on arrive sur la courbe ici et on redescend là. Donc le T1 demi c'est environ 4,5 fois 10 puissance 9 années, donc 4,5 milliards d'années. Alors on demande d'exprimer le nombre de noyaux d'uranium-238 au cours du temps. Donc on sait que c'est une loi de décroissance exponentielle, donc NU en fonction du temps c'est NU à t égale 0 fois exponentielle de moins lambda fois t. Et on sait que lambda c'est ln de 2 sur t1 demi. Donc on peut remplacer et on a tout. Le NU à t égale 0 on l'a trouvé et le t1 demi on l'a trouvé aussi. Alors, on demande d'établir la relation entre le nombre de noyaux d'uranium à t égale 0, le nombre de noyaux d'uranium à t1. Alors T1 c'est le temps qui correspond à l'âge de la Terre. Et le nombre de noyaux de plomb à T1, c'est-à-dire le nombre de noyaux à la date T1 qui correspond à la date de formation de la Terre. Donc, en fait, le nombre de noyaux d'uranium à la date T1, c'est le nombre de noyaux d'uranium à la date T0 moins le nombre de noyaux de plomb qui ont été fabriqués. Et à partir de ça, on va pouvoir déterminer l'âge de la Terre. Donc, on repart de notre histoire là, NU à T1 égale NU à T0 moins NB à T1. On a les valeurs, NU à T égale 0, c'est 5 fois 10 puissance 12. On voit dans l'énoncé que le nombre de noyaux de plomb à T1, c'est 2,5 fois 10 puissance 12. Donc le nombre de noyaux d'uranium au bout de T1, c'est 2,5 fois 10 puissance 12. On met ça dans un coin. On sait que le nombre de noyaux d'uranium en fonction du temps, c'est NU à T égale 0 fois exponentielle de moins lambda T. On se place à T1 vu qu'on a la valeur. Donc on sait que NU à T1 divisé par NU à T égale 0 est égal à exponentielle de moins lambda T1. Donc 2,5 fois 10 puissance 12 divisé par 5 fois 10 puissance 12, ça fait 1 demi. Donc on a exponentielle de moins lambda fois T1 est égal à 1 demi. Donc exponentielle de moins lambda fois T1 est égal à 1 demi. Donc exponentielle de lambda fois T1 égale 2. Donc lambda fois T1 égale ln de 2 et T1 égale ln de 2 sur lambda. Et ça, c'est directement la définition de T1 demi. Ça, on l'a calculé tout à l'heure. Donc on sait que T1, ça vaut 4,5 fois 10 puissance 9 années. Donc la Terre, elle a environ 4,5 milliards d'années. Le nucléaire, ça fait peur, mais si ça tombe en pack, ça devrait aller grâce à cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt vers la chimie et au-delà.